Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre chaîne de blocs préférée. Je suis Quentin et je serai votre hôte pour toute la durée de l'émission. Smashez le bouton like, partagez l'épisode avec vos proches et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Un petit mot de notre sponsor Crypto Suprême. Crypto Suprême est le site web où vous pouvez vous procurer tous les articles Cardano, IOHK et Emurgo, que ce soit des vêtements, des articles de bureau ou des pièces de collection. Vous trouverez les meilleurs prix, les meilleurs produits et le meilleur service sur le site web www.cryptosupreme.net. Rejoignez-nous après l'émission sur le groupe Telegram Cardano France pour échanger sur le projet Cardano avec la communauté francophone. J'aimerais commencer par vous offrir toutes mes excuses. Je n'ai pas pu annoncer les gagnants lors du dernier podcast et je sais que ça a dérangé quelques personnes. J'ai tout simplement eu un problème de timing. Je voulais donner la chance à un maximum de personnes de participer au concours et en même temps, je voulais rapidement sortir le podcast sur la crypto-monnaie de Facebook. Donc, pour me faire pardonner, j'ai sélectionné 7 gagnants pour le concours et je les annoncerai à la fin du podcast. Alors aujourd'hui, je vous présente YouSourcing avec Milad Nouri, CEO et entrepreneur. Et comme moi, vous ne devez pas savoir ce qu'est le sourcing. Et malheureusement, je n'ai pas pu trouver le terme en français, mais si quelqu'un dans la communauté a la traduction, n'hésitez pas à la partager avec nous. Le sourcing est le terme anglais qui est utilisé pour décrire l'action de trouver un fournisseur et de s'assurer que la source ainsi que la provenance des informations sont exactes et fiables. Vous devez vous en douter, ces informations sur les fournisseurs et les fabricants de produits en Chine ont beaucoup de valeur pour les entreprises en Europe, aux États-Unis et en Asie. Tout le monde achète des produits made in China, mais connaissons-nous vraiment tout sur ce marché? C'est pour cette raison que les entreprises veulent s'assurer que les informations sur les fabricants et les fournisseurs sont bonnes, fiables et qu'elles n'ont pas été manipulées. D'où l'intérêt de l'utilisation de la technologie blockchain et du partenariat avec Emurgo. C'est une des applications de la technologie blockchain dans le commerce international et ce que YouSourcing va faire en Chine et en Asie, Cardano va faire la même chose en Éthiopie, en Géorgie et dans tous les pays en voie de développement. J'espère que vous allez apprécier l'interview. J'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec Milad Nouri. C'est un entrepreneur exceptionnel et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. J'ai également beaucoup travaillé sur la qualité audio. Vous allez constater certaines imperfections et je m'en excuse d'avance. Mais l'histoire et le parcours de Milad donnent vraiment envie d'aller jusqu'au bout de l'interview. Ce n'est pas pour rien qu'Emurgo encadre la compagnie YouSourcing. Donc sans plus tarder, je vous laisse écouter l'interview et je vous retrouve après pour la fin de l'émission. Alors je suis avec Milad Nouri, CEO de YouSourcing. Comment ça va Milad? Bah écoute, Quentin, bien, tout va très très bien. Merci. Tu es actuellement à Tokyo. Comment est la température à Tokyo Oui, actuellement? bah il pleut pas mal. On pensait pouvoir visiter un petit peu parce qu'on a quelques heures, mais du coup à cause de la pluie, ce qui n'est pas plus mal. Mais bon, ça va. On est vraiment, on est en train de préparer le meet-up de cet après-midi de Cardano, Charles Huntington, Ken Kodama qui sera aussi là. Mhm. Donc, au meet-up, il y aura à peu près, il y aura plus de 120 personnes aujourd'hui, cet après-midi.
Donc on est en train de préparer cela. J'aurais vraiment aimé être là. Je trouve que ce serait cool de préciser que actuellement chez moi, il est 10h20 du soir. Et chez toi, il est quelle heure à Tokyo? 10h20 de matin. Donc, il est 12 heures de lundi chez différence. toi et il est dimanche soir chez moi. Exactement, exactement. Alors, ben, merci en tout cas beaucoup pour ta disponibilité. Alors, mettons, pour commencer un petit peu le podcast et l'interview, fais-nous un petit résumé un petit peu de ton background puis de ta formation académique. Ouais. Donc moi je suis à Nantes et ça fait 13 ans que je suis basé en Chine et à Hong Kong. Donc je suis ingénieur en informatique. Enfin, j'ai une formation d'ingénierie en informatique. J'ai fait maths sup, maths spé et puis une école d'ingénieur à Nantes qui s'appelle Polytech Nantes. Et ensuite, quand j'ai fini mes études, j'ai commencé à travailler chez Alcatel à Shanghai. Euh, et à peu près un peu moins d'un an. C'était mon premier job dans une entreprise. Et ça m'a pas vraiment plu. J'ai toujours voulu ouvrir ma propre société. Donc, donc j'ai travaillé à peu près. Ensuite, j'ai commencé à mettre en place des projets d'entreprise. Donc, un premier projet qui a commencé, un deuxième qui n'a pas commencé. Et un troisième, j'ai commencé un troisième qui était une société de services et de consulting pour tout ce qui est en Chine. Donc voilà, donc ça c'était ma première société. Et très vite, on s'est orienté vers toute la partie ingénierie. Mhm. Et donc en fait, des clients qui venaient vers nous avec des designs de produits, on les aidait à trouver des fournisseurs qui étaient capables de fabriquer ce genre de produits. Et on faisait tout le process entre prototypage, commande d'essai, gestion de qualité pour les jusqu'à l'expédition des produits. Donc ça c'était ma première société qui est entre Hong Kong et Chine. Mhm. Elle s'appelle China Consultant International, qui est toujours d'actualité, hein. Aujourd'hui, elle tourne la société qui s'occupe de cette entreprise. Et donc il y a 3 ans, comme on était vraiment dans le commerce international et dans le sourcing. En fait, le process de trouver des fournisseurs et faire toute la partie développement de produits, etc. Mhm. Notre jargon, le sourcing. D'accord. Donc, comme on avait, pendant ces 10 années, on avait tout le temps des problèmes, on voulait chercher de nouveaux fournisseurs, mettre en relation des acheteurs et des fournisseurs, on avait toujours des difficultés. Et la plus grosse, comment faire confiance à une usine qu'on trouvait par exemple sur Internet et qu'on allait visiter. Comment faire confiance? Parce que quand on commence une commande d'un produit, n'importe quel produit qui est fabriqué en fait en Chine, je sais pas, un téléphone portable, tout ce que tu peux imaginer qui est fabriqué ici. Quand on trouve une usine, il faut faire un paiement, un deposit OK. qui voit 20-30% du montant total de la facture. Donc c'est parfois ça commence, c'est des gros montants. Donc il faut quand même qu'il y ait un minimum enfin il faut qu'on ait un minimum confiance, Oui. D'assurance. voilà, pour pouvoir faire ça, parce que rien ne garantit que en payant 20-30%, l'usine va fabriquer le bon produit, va livrer dans les temps, dans les délais précisés dans le contrat, etc. Et souvent, il n'y avait même pas de contrat, de vrai contrat, parce que OK. en fait, en Chine, si tu fais un contrat avec une entreprise entre une entreprise étrangère et une entreprise chinoise, également, si tu ne fais pas faire ça par un avocat, Mhm. ça n'a aucune valeur. Donc, au cas où il y a un problème, bah, tu ne peux rien faire légalement. Et voilà, donc ça, c'était un gros problème qu'on avait pendant
depuis le début, ça fait existe, on a toujours ces problèmes-là. Mais on a toujours dans l'idée, en fait, que les produits qui viennent de Chine sont de qualité moindre. Mais d'où vient cette réputation, d'après toi? En fait, le problème, c'est les acheteurs, c'est pas les fournisseurs. OK. Ça, c'est vraiment ce que les gens ne savent pas. Parce l'usine qui fabrique, ils te font un iPhone qui coûte en prix production à peu près 200 $. Mhm, D'accord. mhm. Cette usine peut te faire le même téléphone avec 50 à 50 $. OK. Donc, il peut te faire la même chose, ça ressemble exactement à un iPhone, mais il te le fait pour 50 $. Donc, c'est à l'acheteur de définir exactement ses critères de qualité, les composants qu'il veut utiliser, ce qu'on appelle bill of material. Mhm, Donc, si l'acheteur fait son boulot bien et qu'il précise en fait ses critères de qualité, et ensuite il envoie des inspecteurs de qualité pour vérifier tout cela, mhm. les usines peuvent faire de la très bonne qualité. OK. OK, effectivement. Donc, c'est vraiment le travail de l'acheteur et comment en fait comment tu contrôles le fournisseur et le travail du. Mais tout ça a un coût. Et le coût est pour l'acheteur. Et Oui. parfois, les acheteurs, pour gagner plus d'argent, bah, ils vont les yeux sur les petits problèmes de qualité, Mhm. sur des critères, des standards de qualité, des normes de qualité qui ne sont, etc. Et là, c'est vraiment l'usine peut te faire de qualité A ou B, Mhm. mais les prix sont différents. Oui, Et évidemment. la plupart du temps, c'est l'acheteur qui décide d'aller avec pour le prix le moins cher Une moindre qualité. et moindre qualité. Mais le problème, c'est l'acheteur. Le problème, c'est encore en amont, c'est la grande distribution qui pousse tout le temps les prix vers le bas. Mhm. Parce que les consommateurs, bah, ils veulent des prix plus bas. Ouais, ouais. Et donc finalement, tout ça, en fait, s'enchaîne. Et l'acheteur qui gère tout ça, bah, il faut quand même qu'il prenne sa marge. C'est vrai que la plupart des acheteurs sont très gourmands niveau marge, et donc bah, fermer les yeux un petit peu sur les critères de qualité et choisir une qualité moins bien. Ben oui, parce que finalement, on réalise que ça peut être Nike qui va aller chercher ses produits en Chine, mais ces produits vont être de super qualité. Et puis, on va avoir un autre magasin X qui va acheter aussi ses produits en Chine, mais que la qualité va être moindre. Puis finalement, effectivement, le consommateur ne fait pas la réflexion de se dire, ben, c'est pas Nike ou c'est pas la Chine le problème, mais effectivement, pas la personne qui choisit le manufacturier et les conditions, les critères de qualité comme tu le mentionnes. Non, c'est Oui, une bonne précision que tu apportes et qui m'éclaire un petit peu de ce côté-là et qui va éclairer également nos auditeurs parce que c'est facile un petit peu de dire que tout ce qui vient de Chine est de mauvaise qualité, mais c'est ça, faut creuser un petit peu plus pour bien sûr. Parce que l'usine aimerait bien aussi faire de la meilleure qualité, Mhm. mais il faut puisse mettre le prix. Ouais, c'est ça. Et, euh, et en fait, tout ce qu'on fait avec YouSourcing, c'est aussi d'essayer de résoudre ce problème de qualité. Oui, 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 Parce oui, que oui. si on arrive à mettre en place, enlever ces intermédiaires, parce que tu sais, entre un produit, je sais pas, des écouteurs qui sont fabriqués et que le magasin que tu l'achètes au Canada, il va y avoir au moins 3 ou 4 intermédiaires. Mhm, mhm. Ouais. Et à chaque fois, les intermédiaires, ils prennent 10, 20, 30% de commission. Mhm. Et donc, ça, c'est vraiment le problème du commerce international. Parce que plus tu as des intermédiaires qui augmentent, moins tu as de contrôle sur la qualité de l'usine, parce que tu es plus éloigné de l'usine, parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires. Mhm. Et du coup, comme il y a beaucoup d'intermédiaires, il y a moins de confiance aussi. Et c'est Ouais. vraiment ce problème-là qu'on essaye de résoudre avec. L'entrevue va vraiment bien parce que j'avais une ligne directrice, puis finalement, de fil en aiguille de discussion, on saute des questions, mais c'est vraiment très intéressant ce que tu nous apportes là. Mais YouSourcing, donc,
permet de résoudre ce problème de confiance entre ces différentes chaînes de production finalement. Et à quel moment tu as entendu parler de la technologie blockchain et à quel moment tu t'es dit c'est une bonne solution à introduire au processus ou à la solution de U-sourcing? Ouais. Donc, pour te donner un petit peu le background de U-Sourcing, donc il y a le fin 2015, j'ai commencé à avoir l'idée d'utiliser les smartphones pour le sourcing. Parce Mhm, qu'on utilise le desktop et il y a plein de fonctionnalités de smartphone qu'on n'utilise pas. Qui était intéressante pour moi à l'époque, c'était la géolocalisation. mhm, Savoir exactement où se situent les usines, vérifier la géolocalisation, de qualité, je vérifie bien qu'ils sont à l'usine, etc. Donc l'idée de U-Sourcing était partie sur la géolocalisation des usines, d'où le logo. Là, au oui, milieu, là, il y a le logo, l'icône de géolocalisation. effectivement, oui. Donc, autour de ça, on a commencé à réfléchir, j'ai commencé à réfléchir comment mettre en place une solution qui soit facile à utiliser, qui amène de la ligne conductrice, c'était depuis le début, confiance et transparence dans le commerce international. D'accord. Et donc, on a mis en place donc la géolocalisation, vérification des photos qui sont postées avec la géolocalisation. Par exemple, une usine qui a vérifié, quand ils prennent une photo et qu'ils l'envoient sur l'application, la photo est taguée avec la géolocalisation. Mhm, Donc, si c'est par exemple la photo est prise à lui, on a un petit icône vert, sinon c'est rouge si c'est pas à l'usine. Et ça, ça peut être, c'est tout bête comme fonctionnalité, mais parfois on a des problèmes de sous-traitance. Donc c'est-à-dire que nous, et ensuite l'usine, parce qu'il a les certificats, etc., qu'on a besoin, par exemple, pour vendre en Europe ou aux États-Unis, euh, il prend les commandes et ensuite il sous-traite à des petites usines qui n'ont pas les certificats mhm, mhm. de compliance qui arrivent par là. Donc le fait de savoir à chaque moment où est la fabrication est faite, ça c'est très, très important. Ça c'est très. Donc voilà, on a mis cette fonctionnalité là si enfin 2015-2016 c'était on commençait vraiment à parler de la blockchain, etc. Mhm. Et en tant que geek, j'étais aussi très intéressé à cette technologie, essayer de comprendre un petit peu comment ça marche, etc. Mhm. Et, euh, et le titre, c'était Blockchain Protocole de confiance. D'accord. J'ai dit, bah, attends, ça, c'est vraiment ce que nous, on veut mettre en place. Ouais, c'est ça. J'ai essayé de creuser un petit peu, lire beaucoup d'articles, etc. En parlant avec experts dans le domaine, je me suis rendu compte que c'est vraiment une technologie qu'on doit mettre en place dans YouSourcing. Alors, après, à l'époque, il y a 3 ans, je ne savais pas encore comment. Je savais que c'était une technologie qu'on devait utiliser, mais je ne savais pas comment. Mhm. Donc, ça, le fait de développer de l'application et le produit YouSourcing. Et en fait, moi, mon idée, c'était, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de ICO, on va changer le monde, etc. Il faisait des levées de fonds à ICO, etc. Mhm. Mais les projets n'avaient aucun produit. Et parfois, marché. Donc je me suis dit, nous, on va faire ça autrement. On va d'abord créer un produit. Mhm. On va Mhm. d'abord attirer les gens à utiliser un produit. Parce que euh, une solution de blockchain, c'est sympa. Mais si les gens n'utilisent pas, si tu n'as pas une interface d'utilisation, si tu ne réponds pas à un vrai besoin, personne va venir alimenter ta blockchain. Exactement. Donc ça, c'est vraiment la philosophie qu'on a eue depuis le début. On s'est travaillé sur le produit, on va attirer les gens, on va avoir une masse critique d'utilisateurs et petit à petit, on va travailler les fonctionnalités et la technologie blockchain. Et Mhm. donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, pendant 1 an et demi, on a développé le produit.
On a eu des grands groupes en fait qui nous ont suivis depuis le début et on était, nous, notre produit, la cible était vraiment les PME. Mais on s'est rendu compte que les grands groupes, comme par exemple, je sais pas, Carrefour, Métro, ce genre de grands groupes qui ont aussi des bureaux de sourcing en Asie, ils Mhm. ont les mêmes difficultés finalement. Et Ouais. ils voulaient en fait, ils cherchaient une facile à utiliser pour les échanges d'informations entre leurs équipes, entre leurs acheteurs et les fournisseurs, les usines. Euh, et donc, on a été suivi par quelques grosses entreprises pour en fait, améliorer le produit. Donc, on a travaillé sur le produit, etc. Et donc, il y a un an et demi, on a vraiment commencé à réfléchir sur la partie blockchain. Moi, j'ai suivi un cours à MIT, un executive programme sur la blockchain, sur Mhm. l'utilisation de la technologie. Et là, ça m'a vraiment aidé à voir plus clair comment appliquer et pourquoi, surtout pour comment. C'est pourquoi utiliser la blockchain. Mhm. Mhm. La première question quand on veut utiliser la blockchain, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de la blockchain Ben pour c'est résoudre notre problème? encore une fois, c'est très intéressant. Je me demande si ça a été difficile pour toi de parce que on s'entend 2015, 2016, 2017, tu l'as dit, beaucoup d'ICO, beaucoup de levées de fonds. Toi, tu vois tout ça passer et jamais tu te dis, ben, il faudrait qu'on le fasse, il faudrait qu'on fasse un ICO avec YouSourcing. Tu as déjà l'idée, tu as déjà un petit peu de développement de produit. Tu sautes pas Mhm. dans le wagon, mais tu restes fixé sur le fait que je continue à développer YouSourcing, mon application. Je veux dire, comment t'as fait? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit, je reste fixé, puis je m'embarque pas dans la folie des ICO? Ouais. Parce que nous, en fait, on voulait garder la crédibilité de notre produit. Parce qu'on travaille, on voyait qu'on avait des demandes des grandes entreprises OK. qui veulent utiliser notre produit. Mhm. Et on s'est dit, et là, on commençait déjà à voir quelques ICO, des projets qui avaient disparu, qui n'existaient plus après les levées de fonds, et très vite ont eu une très très mauvaise réputation. Et je me suis dit, on ne veut pas faire ça, je n'ai pas envie de faire ça. ICO qui est lié avec le produit, pour X raisons, il y a un problème et que il y a un pump and dump sur le prix, etc. Mhm. On va perdre toute la crédibilité qu'on a essayé qu'on a construit pendant 2 ans. Donc, je me suis dit, bon, on va attendre que la vague, le tsunami des ICO Ouais. se termine un petit peu, tout se calme. Vers la fin des ICO, si tu te rappelles, il y avait beaucoup plus enfin, les projets étaient beaucoup plus filtrés. Ouais. Tu sais, vers 2018, enfin, au début de 2018, Mhm. vers le milieu de 2018, c'était vraiment la fin des studios Oui. et on voyait des projets plus intéressants. Mhm. On voyait vraiment des vrais produits qui essayaient de faire des ICO. Mais là, c'était plutôt des ICO avec des plus petits montants. Oui. Oui. Voilà. Donc, nous, à l'époque, c'était quand c'était été 2018. C'est là où on a commencé, en fait. Mhm. Là, je reviens, je vais brûler les étapes et parler de Pas de la problème. rencontre avec Emergo. Pas de problème. Et, parce que du coup, c'est à chercher en fait euh, différentes technologies de la blockchain. Parce qu'une fois que j'ai fait le cours de MIT, j'avais pourquoi on doit l'utiliser et comment utiliser, dans quelle partie utiliser notre blockchain. Et j'ai eu des discussions avec des professeurs de MIT, je leur ai dit, etc. Et ils m'ont tous donné leur green light, le feu vert pour commencer en fait l'intégration de la blockchain dans notre solution. Donc Mhm. je me suis dit, des professeurs experts de blockchain de MIT me disent que ça a un sens d'utiliser la blockchain. Je me suis dit, et, euh, et donc on a essayé de voir un petit peu les différentes, parce qu'on ne voulait pas faire notre propre blockchain. Il y avait
Mhm, mhm. etc., qui était, si on va utiliser, nous, notre savoir-faire, notre avantage, c'est sur la partie application, faire une DApp, une application décentralisée. Donc, c'est-à-dire rendre l'application qu'on a aujourd'hui, nous, et, et décentraliser le process. Et donc, on a essayé de creuser un petit peu Ethereum, et après, on a commencé à travailler sur Quorum, je sais pas si de JP Morgan. Oui, oui, Ouais, donc parce que c'est basé sur l'Ethereum, donc c'était effectivement. plus facile à comprendre, à développer des smart contracts, etc. Mais en faisant des recherches, en regardant un petit peu la partie scalability Mhm. de la solution, Oui. euh, qu'on était limité. On pouvait pas, on pouvait faire des tests, mais je veux dire, dans la vie, dans la vraie vie, euh, quand on a plusieurs millions de transactions par jour, ça c'est vraiment ce qu'on va avoir, Mhm. c'était impossible d'avoir une solution, une technologie te permet pas de faire ça. Et à chaque fois, pour chaque transition, ça prend un temps fou. Mhm. Parce que nous, on a une solution B2B. Ouais. Et les business en B2B, tu ne peux pas demander aux gens d'attendre 10-15 minutes ou quelques minutes pour valider une étape euh, dans toute Dans le la processus. transaction, Ouais. dans le process. Donc c'est à ce moment-là que j'ai découvert, donc j'ai lu pas mal d'articles sur la blockchain Cardano, le projet Cardano. Euh, et du coup, j'ai rencontré par, par des connexions que j'avais des gens de Emergo Hong Kong Mhm. euh, qui venaient juste d'ouvrir à Hong Kong, mais ils m'ont mis directement en contact avec Emergo Japon, Mhm. Tokyo. Et on a discuté. Ils ont vraiment aimé l'idée, le fait qu'on a déjà un produit, qu'on a déjà des utilisateurs et qu'on a un vrai cadre de la technologie blockchain, et ils ont dit qu'ils vont nous soutenir et investir chez nous et puis nous aider à développer notre solution autour de la technologie blockchain Cardano. Mhm. Mhm. Donc pour revenir au ICO dont tu m'as parlé, donc c'était l'été 2018. Bon, on s'est dit avec Emergo, on voulait quand même, parce que pour vraiment développer le produit, nous, depuis le début du projet, on n'est pas allé chercher des investisseurs parce qu'on était cinq, tous déjà entrepreneurs, donc on avait enfin, on avait assez d'argent pour pouvoir développer le produit pendant 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. D'accord. OK. Mais pour pouvoir intégrer la partie blockchain et Ouais. ensuite faire un marketing agressif, distribuer la solution dans notre industrie, il fallait quand même un peu de fonds. Donc, on a décidé avec Emergo de travailler sur un projet ICO. Et donc ça, c'était septembre. C'était au mois on a décidé de faire ça. Mais le problème qu'il y a eu, c'était, je crois que c'était au tout début, quand on a commencé à travailler, il y a eu le crash de Bitcoin. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'était fin septembre, début octobre, je Oui, oui, oui. crois. Et on s'est dit, c'est clairement pas le moment Non, pour faire effectivement. un ICO. Et puis il y a encore cette question de crédibilité qu'on ne veut pas détruire. Donc voilà, on a mis ça de côté et puis on a fait une petite levée de fonds en equity et puis voilà, on a continué le développement. Ma question allait aussi par rapport au fait que vous êtes basé en Chine actuellement. 2016-2017, c'était la folie des ICO. Fait que tout le monde Oui, faisait un ICO jusqu'à temps que la Chine prenne des décisions claires et précises mhm, de bannir les différents ICO puis de bannir le Bitcoin. On se rappelle de cette décision qui avait été prise, il me semble que c'était en septembre 2017, là. oui, 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 C'est ça que je trouve extraordinaire. C'est comme si toute ton histoire t'avait amené vers la blockchain Cardano. Pourquoi? Parce que
t'es pas parti sur l'idée de faire un ICO alors que la Chine était vraiment le gros marché pour ça. Ouais, ouais, Deuxième ouais, ouais. chose, tu t'en vas au MIT pour suivre une formation. Fait que tu t'en vas chercher de- des connaissances académiques sur cette Ouais, technologie-là. Et, ouais, ouais. et puis après ça, ben, tu rencontres les gens d'Emergo, puis tu t'intéresses justement à la blockchain Cardano. Je pense que Ouais. c'est ça. Les étoiles étaient toutes alignées pour que U-Sourcing soit un projet encadré par Emergo, en tout cas. Ouais, 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 parce que tu vois, moi j'ai des associés, puis quand c'était la folie des Haïtiens, ils me disaient, ben, viens, on fait un ICO. J'ai dit, mais il faut arrêter, on va pas faire un ICO pour faire un ICO. Et je leur ai dit, nous, on est en train de construire quelque chose pour les 10 années à venir. On ne Mhm, peut pas faire un projet qui va, on n'en parle plus. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'était dur à cette tentation de faire un ICO, mais je pense que la route qu'on a choisie et, c'est pour ça aussi on a utilisé, qu'on a choisi Cardano parce que la première chose en fait, on fait confiance à l'équipe Cardano, on fait confiance à l'équipe IOHK, on fait confiance aux équipes de Emergo et ça, c'est très important. En train de construire en fait notre solution sur leur blockchain mhm. et de connaître en fait connaître les gens, connaître leur mentalité et ce qu'ils veulent. Et c'est ça qui m'a vraiment poussé à choisir Cardano. Oui, c'est ça. Et puis, ben, justement, ça va un peu avec une question que j'ai. Donc, les impressions que tu as eues lorsque tu les as rencontrés, finalement, ça s'alignait exactement aussi avec ce que toi, tu veux développer au niveau de U-Sourcing. Oui, oui, oui. On a eu au début, j'ai rencontré l'équipe Emergo. On a pas mal discuté sur l'implication de la blockchain, sur les token economy, parce qu'on a aussi lancé des tokens. Euh, Parce que bah, tu sais bien, si la technologie blockchain, si tu prends la partie asset ou utility token, tu perds une grosse partie de possibilités de la technologie. Et pour réduire ce qu'on appelle le coût de networking, Mhm. les utility tokens sont très importants. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que nous, on a créé un token. Je pense qu'on va revenir après là-dessus. Et, et donc ensuite, j'ai rencontré quelques personnes dans plusieurs meet-ups. On a eu quelques discussions par webinaire avec les équipes. Et donc, à chaque fois, ça me donnait encore plus confiance au projet, sur le projet. Et ensuite, une fois que j'ai toute l'équipe à IoT Summit il y a quelques mois, là où on s'est rencontrés, Mhm. et j'avais rencontré, je crois que c'était novembre de l'année dernière aussi, non, octobre-novembre de l'année dernière. J'avais eu une longue discussion avec lui sur le commerce international, comment il voit en fait l'application de notre blockchain, enfin de technologie blockchain, pas forcément que Cardano, mais toute la technologie blockchain dans le commerce international. Mhm. Et plus je discutais avec, bah, on a la même philosophie, quoi. On veut vraiment, euh, parce que nous, derrière notre philosophie, c'est d'amener cette confiance-là, de cette transparence aux fournisseurs, pour Mhm. pouvoir en fait donner accès aux fournisseurs qui n'ont pas les moyens de faire du gros marketing, de la publicité, mais qui sont quand même des fournisseurs de bonne qualité, et bah, leur donner de la possibilité d'avoir plus de commandes De la et visibilité. d'améliorer en fait voilà, de la visibilité. Et la visibilité amène des commandes finalement, parce qu'ils ce qu'ils veulent in fine, c'est vraiment d'avoir plus de commandes et de développer leurs entreprises. Mhm. Mhm. C'est vraiment ce qu'on a, on a enfin vraiment la même philosophie quoi. Mhm. Mhm. La même philosophie. Et donc ça c'est, et j'ai trouvé que toute l'équipe Cardano, IHK, enfin IHK et Emergo, ils nous ont aidés depuis le début sur toute la partie techno, sur la partie marketing, etc. Mhm. Et c'est vraiment important pour nous parce que ça nous donne nous aide aussi à lever des fonds parce que, enfin, il faut pas se mentir.
ces technologies-là à développer, ça coûte très très cher. Donc, à un moment donné, on a vraiment besoin de fonds et avoir cette collaboration avec Emergo, Mhm. ça nous a aussi aidé à lever des fonds. Peux-tu nous expliquer à ce moment-là où est-ce que la partie blockchain est utilisée justement dans l'application U-Sourcing? Ouais. Euh, donc, nous, on utilise les smart contracts, d'accord? Mhm. Le but final de notre projet de U-Sourcing, c'est de créer l'indice de confiance des fournisseurs qu'on appelle index avec un Y, U-index. Ok, D'accord. ouais. Donc, l'indice de confiance est basé sur la traçabilité de toutes les commandes passées entre un fournisseur et un acheteur. Mhm. C'est-à-dire que je suis un acheteur, je vais Mhm. acheter, je ne sais pas, des écouteurs chez un fournisseur chinois. Je, je commence la transaction par euh, donner un accord, donc en fait faire un smart contract avec tous les termes de la commande. Et ensuite, on a divisé le process d'achat en six différentes étapes. Mhm. Et à chaque fois, un smart contract qui vient vérifier l'étape. Mhm. Et ensuite, ça te permet d'aller à l'étape suivante Mhm. et de passer. Et s'il y a eu des problèmes, bah, on enregistre ces problèmes-là. Je te donne un exemple concret. Donc, on a ces écouteurs-là. L'étape, bon, on fait, première étape, c'est faire le paiement, etc. Et à chaque fois, il faut qu'il y ait un accord entre l'acheteur et les fournisseurs pour valider l'étape. Mhm. Et ensuite, on a l'étape qui est la plus importante du contrôle de qualité. Les acheteurs, souvent, ils font appel à des sociétés de services qu'on appelle des sociétés de contrôle d'inspection de qualité, Mhm. Mhm. qui vont dans les usines et ils font l'inspection. Mhm. D'accord? Le problème avec ces inspections, c'est que si ça ne passe ou ça ne passe pas, parce qu'il y a des critères d'inspection, il y a un checklist. Pour X raisons, ça ne passe pas. Si ça ne passe pas, l'usine doit refaire un petit peu les produits pour que l'acheteur refasse une inspection. Et si ça passe, sous résultat en fait de l'inspection, elle n'est enregistré nulle part. C'est-à-dire que l'acheteur, il sait que son inspection a été faite, super, et c'est parti, on commence à expédier la marchandise. Ok, Et ouais, donc ce résultat, il n'y a aucune traçabilité sur ce résultat. Alors ouais, que ce résultat est super important parce que ça montre la qualité en fait de l'usine par rapport aux autres usines, ouais, ouais, tu vois. Donc quand ça passe, c'est super, mais quand ça ne passe pas, ça aussi, il faut garder la traçabilité. ouais, exact. Donc voilà, donc pour résumer un petit peu, donc on fait la traçabilité des transactions, de toutes les commandes qui ont été passées, et s'il y a eu des problèmes pendant la commande, problème de qualité, délai de livraison, bah, on enregistre ça par des smart contracts pour ensuite calculer l'indice de confiance. On a deux types de données, des données qualitatives qu'on récolte sur la partie, sur la couche application. On a un ranking de fournisseurs, un ranking qualitatif. On a ce qu'on appelle de crowd verification, donc géolocalisation des usines. Donc à chaque fois que les inspecteurs de qualité ils vont dans une usine, ils vérifient la géolocalisation. Donc Mhm. on fait le crowd verification. Donc on combine tout ça et tout ce qui s'est passé dans les smart contracts, donc des données quantitatives, et on fait une corrélation différente, ces différentes comment dire, données, et on met des poids pour certains types de problèmes, et ensuite on arrive à calculer l'indice de confiance. Et en fait, cet indice de confiance est très très important parce que aujourd'hui, peut t'informer sur le background d'une usine. Quand tu trouves une usine sur Internet ou même dans un trade show, ce qui s'est passé avec les autres clients. Parce que bah, ils veulent garder le privacy, ils ne peuvent pas divulguer les autres clients. Les autres clients, ils vont pas vous dire fournisseur. Ouais, Qu'en utilisant la blockchain, on garde quand même la partie privacy parce ouais, que c'est ça. personne ne peut voir
Il n'y a que les acteurs qui ont accès au smart contract peuvent interagir avec les smart contracts. Mhm. Et c'est vrai, ils peuvent pas voir, mais par contre, on peut voir les résultats. Ouais, c'est ça. Les résultats sont calculés dans l'indice de confiance. Et c'est ça, en fait, c'est là, en fait, qu'on utilise la blockchain. Donc ça, c'est la partie technologie. Donc, Ouais. comment venir alimenter ces smart contracts? Bah, c'est en créant la couche application de gestion de commandes qu'il a utilisée. Et c'est ça, en fait, qu'on est en train de travailler dessus aujourd'hui aussi. C'est comment avoir l'interface d'utilisation qui Mhm. soit l'action de la partie blockchain. Nous, quand on va voir nos clients et tout ça, on ne leur parle pas de la blockchain parce qu'ils ont Non, peur, les gens ont c'est peur ça, de c'est la blockchain. transparent, c'est ça. Voilà. Nous, on dit, voilà, c'est décentralisé. Pourquoi c'est décentralisé? Bon, on utilise la technologie blockchain et transparence là. Voilà, c'est tout ce qu'on leur explique. Eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est, bon, j'ai un outil qui me permet de suivre mes commandes, en fait, avoir plus de transparence avec mes fournisseurs, d'échanger des informations plus facilement et des informations qui sont vérifiées. Bon, bah voilà, lui, ça lui suffit. Et lui, les utilisateurs vont utiliser, et comme ils utilisent déjà quand on va intégrer la partie blockchain, bah, ils vont continuer à l'utiliser. Et c'est ça qui est important parce que on a déjà à peu près plus de 200 000 utilisateurs entreprises enregistrés. OK. Donc voilà, donc quand on va des smart contracts, bah, on va avoir des transactions qui vont arriver bah, tous les jours, quoi. Ça va déjà commencer, quoi. Ouais, 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 Donc, effectivement. Ouais. c'est ça qui est important. Parce que si tu fais une solution blockchain et derrière, tu vas aller chercher des utilisateurs pour les convaincre et venir passer faire des transactions sur ta solution, c'est plus compliqué. Donc c'est pour ça qu'on a pris, nous, ce chemin-là. Mhm, mhm. Ouais, non, non, c'est ça. Ça fait en sorte de finalement de créer même des partenariats plus forts parce que justement, tu fais pas confiance à des personnes, tu fais confiance au code et tu vas chercher de l'information qui donne beaucoup plus de valeur finalement aux différents parties. Non, c'est ça, c'est vraiment la modification de ce modèle d'affaires-là qui fait en sorte que toutes les parties ont un bénéfice d'utiliser la plateforme YouSourcing. Bien sûr, bien sûr. Donc on a trois types d'utilisateurs, des acheteurs, des fournisseurs qui peuvent être soit des usines, soit des sociétés de trading, Mhm. de services qui peuvent être des sociétés d'inspection de qualité, Ok, ouais, des ouais. sociétés transitaires, etc., Mhm. des sociétés design. Et en fait, on a créé l'écosystème, une sorte d'écosystème pour ces différents acteurs. Et à ce moment-là, l'application, c'est vraiment juste une application pour téléphone intelligent ou vous avez une version desktop? Non, non, on a aussi desktop. On est en train de l'améliorer parce que Mhm. là, toutes les fonctionnalités, alors ça aussi qu'on a fait, c'est vraiment, on a fait mobile first. Ok, C'est-à-dire oui. qu'on a tout développé sur les smartphones. Mhm. La partie web, c'est vraiment la philosophie web app. C'est pas un site internet, c'est vraiment un web app. Et à ce moment-là, je vais revenir sur les premières questions que je voulais Ouais, te poser. Comment bien t'es sûr. arrivé justement à prendre connaissance de ce marché, du marché chinois ou du marché asiatique? C'est quoi la différence entre justement ce marché-là? Penses-tu que tu aurais pu développer ce genre d'application-là en Europe ou aux États-Unis? Pas dans parce que le sourcing, ça a toujours été, enfin la Chine, c'est vraiment le cœur du sourcing dans le monde. Ok, ouais, ouais, Euh, ouais. voilà. Donc c'est vrai que il y a depuis une vingtaine d'années, bon, la Chine c'est l'usine du monde. Donc dans mon Oui, c'est ça. domaine, voilà, je n'aurais pas pu faire ça ailleurs, c'est Non, sûr et certain. ouais. Parce que bon bah je suis sur place, je connais les difficultés, je sais ce que les fournisseurs veulent, je sais ce que les acheteurs veulent. Donc Mais je en pense même pas. temps, Ouais. c'est pas juste pour le marché chinois, c'est aussi pour justement les grandes entreprises que tu l'as précisé. Tu as précisé Carrefour, tu as précisé Métro. Ce sont des Bien sûr. entreprises qui se trouvent même pas en Chine finalement.
Nos clients, la plupart des clients sont des clients internationaux, Mhm. mais en fait, ils ont tous une base en Asie. OK. Tu vois, Ouais, 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 des ouais. bureaux de sourcing en Asie. Et Ouais, en fait, OK. nous, on travaille avec leurs bureaux de sourcing qui sont souvent basés à Hong Kong. OK, ouais. La plupart sont basés à Hong Kong. Donc, on travaille avec eux. Donc, ça c'est vraiment important parce que le cœur du sourcing, c'est en Asie. Donc, c'était la Chine. De plus en plus, on va vers le Vietnam, le Cambodge, etc., la Birmanie. Mais tout est contrôlé quand même par les bureaux d'achat qui sont basés à Hong Kong. Mhm, mhm. C'est très, très intelligent. Et je suis vraiment très content qu'on ait pu faire ce deuxième podcast-là. Je savais qu'il y avait beaucoup plus à aller chercher sur YouSourcing que le 5 minutes qu'on avait fait à IOHK. Et Ouais, parce que je suis vraiment estomaqué. merci encore. Parce que depuis, en fait, Meet, je savais pas si je t'avais dit, mais on a créé notre utility token qui s'appelle Non? Oui. YST, Mhm. c'est YouSourcing Token. Donc, on a créé un site dédié qui s'appelle yst.global. OK, c'est Euh, bon. je sais pas, ouais. Et donc ça, en fait, donc on a créé parce qu'on avait besoin de l'utility token pour pouvoir application. C'est-à-dire que quand on aura la partie blockchain complètement intégrée, les gens pourront utiliser leur token pour payer en fait les différents services que notre plateforme, notre solution leur permet de faire. Mhm. Et bien sûr, s'ils utilisent nos tokens, ça leur coûtera moins cher. Donc, il y a toute une partie de token économique on a mis en place pour pouvoir réutiliser les tokens dans notre écosystème. Donc Mhm, ça, mhm. on a mis en place justement avec Emergo et un private sale. C'était en début avril. Depuis ouais, mi-avril, on a commencé. On a eu pas mal enfin, on a eu un très bon tour de la communauté Ouais. parce que les tokens sont partis seconde et on a fait à travers un IO et donc là, ça nous a permis d'avoir les tokens, une grosse base d'utilisateurs. Mhm. Parce que là, en fait, la plupart des investisseurs qui ont acheté des tokens sont aussi des entreprises qui achètent l'abonnement premium de notre solution. Wow. Donc avoir accès à toutes les fonctionnalités premium de l'application pendant Mhm. un an. Mais pour ça, bah, ils font juste un achat. Donc, au lieu qu'ils payent le premium, ils achètent des tokens. Ça Le nous token. permet voilà, d'avoir une grosse base d'utilisateurs, d'avoir des gens qui ont le token. Donc, une fois que blockchain, bah, ça va être en circulation très rapidement. Mhm. Et là, on va utiliser à 100% de la technologie blockchain et les tokens. Donc, pour clarifier le tout, on a le site internet yst.global. Et c'est le Ouais, token de YouSourcing que vous avez lancé, donc un IEO, en avril ouais, dernier, en collaboration ouais, avec Emergo puis Cardano finalement. ouais. Et on a la communauté Cardano et les gens qui nous soutiennent vraiment bien. Donc, on va faire un événement spécial pour les ADA holders Mhm. qui va bientôt avoir lieu. Donc, en fait, il suffit de nous suivre et on va donner plus d'infos sur le airdrop parce que la communauté Cardano et ADA derrière le projet, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Et donc, on veut quand même les remercier euh, parce on va être listé bientôt, les OK. exchanges, Ouais. bah, bientôt fin juin. Donc, on a un, un, un planning de listing toutes les 2 semaines, 3 semaines, on va être Oui. listé dans plusieurs exchanges. Oui. Oui. Et donc, en fait, on veut remercier la communauté Cardano en faisant un airdrop spécial pour les ADA holders. Donc, il suffit de nous suivre sur Telegram. Mhm. Donc, Telegram, YouSourcing, vous cherchez YouSourcing Telegram et vous nous suivez.
et vous aurez les infos sur le airdrop qui va. Alors, écoute, moi, j'ai bien pris ça en note. Je veux faire en sorte que mes auditeurs le prennent en note aussi, de vous suivre sur le groupe Telegram de YouSourcing pour avoir l'information sur le airdrop pour tous les EDA holders. Je suis sûr qu'il Super. va y avoir plusieurs heureux. Ouais, ouais, on va essayer de remercier tout le monde et puis voilà, remercier leur support, le partenariat qu'on a avec Cardano et toute la communauté Cardano. Wow. Ben, en tout cas, vraiment, vraiment super, super contenu. Je suis vraiment très, très, très content pour toi. Écoute, on s'est Merci à toi. rencontrés juste quelques minutes au UHK Summit, puis non, ce deuxième follow-up, là, ça m'a fait vraiment plaisir. Je savais que j'aurais dû te revenir beaucoup plus tôt. Non, mais en fait, tu as bien fait parce que là, c'est le bon timing. Tu Oui, vois, oui. voilà, on est vraiment en place. On a une stratégie, notre utility token, la technologie qui est en développement, la solution qui existe. Là, Mhm. c'est le bon timing pour pouvoir de manière, enfin, je suis vraiment à l'aise de parler de projet parce je suis persuadé on est en train de quelque chose de vraiment solide. On ne fait pas quelque chose pour 1 an ou 2 ans. On est en train de construire vraiment, on est en train de changer le commerce. Et ça fait 6, 7 mois, là, je suis à 100% persuadé qu'on va être capable de le faire parce qu'on a comme Cardano, comme Emergo derrière nous Mhm. et des gens de la communauté qui nous suivent, qui ont des retours très positifs. Et donc, ça encourage nos équipes parce qu'on est aujourd'hui une vingtaine à travailler dans notre équipe et que bah, ça leur montre aussi que derrière, on n'est pas tout seul, on a tout nous Oui, oui. qui nous suivent. Et ça, c'est très important Mhm. pour nos équipes. Oui, 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 effectivement. C'est vraiment extraordinaire. Alors, question un peu plus légère. Est-ce que ta famille comprend ce que tu fais? Un petit peu, enfin, ils comprennent la partie, justement, ils comprennent la partie application, Oui. aucun problème, donc Mhm. ça, ils comprennent. Je commence à leur parler un petit peu de blockchain, ils me disent, bon, on va changer de sujet. Ok, ok, ouais, ouais. Je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Non, non, je te dirais que il y a certaines personnes qui ont des domaines très, très, très techniques. Donc, Ouais. niveau PhD puis tout ça, en Mhm. mathématiques et tout ça. Et donc, là, ça leur permet justement de parler de la blockchain parce que les gens ou au niveau de la famille, ben, ils sont plus attirés de parler de la blockchain crypto-monnaie que Ouais, du côté scientifique, académique de la personne. Donc, ouais. ça. Bon, Et, après, oui, parler, parce que à chaque fois maintenant, je vais dans le pas ou on dit, ah, bah, dis-nous, c'est quoi la blockchain? Alors, je suis devenu monsieur blockchain à chaque fois, on me pose des questions. Je dis, mais les gars, on veut juste. Ah, je parle de la blockchain toute la journée. Là, j'aimerais bien de ne pas parler de la blockchain parce que tout le monde est fasciné, quoi, oui. qui est vraiment avec une utilisation infinie, Mhm, mhm. et que les gens ils essaient d'essayer de comprendre. Ce qui est très bien pour notre technologie, je pense que pour les gens qui travaillent sur la blockchain, on a besoin de cette curiosité. Là, on est vraiment au tout début de la technologie. Je pense qu'une fois qu'on va avoir euh, une dizaine, une centaine d'applications et les gens ils vont vraiment voir l'utilité de la blockchain, donc ce sera beaucoup plus facile quoi, à intégrer la technologie. Oui, c'est ça. Puis, je te dirais que vraiment, ce qui est encore une fois extraordinaire, ce que je trouve extraordinaire dans YouSourcing, dans tout ce que tu as monté, c'est que euh, pas l'utilisateur, mais le client est resté le centre de votre application. C'est exactement ce que disait Steve Jobs. À l'époque, Steve Mhm. Jobs disait d'oublier la technologie, puis encore une fois d'aller chercher le client, d'aller chercher son besoin, et après ça d'intégrer la technologie. Et c'est Mhm. un petit vidéo qu'on voit souvent, qui revient souvent sur Twitter, sur Crypto Mhm. Twitter. Ce Mhm. vidéo-là qui dit toujours aux gens,
allez chercher le client, parlez pas de technologie blockchain, parlez pas de comment ça fonctionne, puis tout ça. Mettez un produit que le client peut utiliser et après ça, vous intégrez la technologie blockchain et c'est exactement ce que toi tu as fait. Fait que Bien c'est... sûr, ouais. Ça c'est important, ouais. Très non, important. le fait d'avoir gardé ce cap-là dans tout ce qui est arrivé, puis tout ça, là, c'est... En tout cas, je te lève mon chapeau. Si tu es jamais de passage Canada-Québec, là, fais-moi signe, ça va me faire plaisir Bien de... sûr, ce sera un plaisir, ouais. Et de voir aussi la communauté sur place, je serais ravi Oui, 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 oui. de rencontrer. Effectivement, oui, on est quelques-uns ici, là, Mhm. ça commence à faire du monde tranquillement, là. Superbe. Alors, pour terminer, j'ai quand même deux dernières questions pour terminer ce podcast qui est, encore une fois, extrêmement intéressant. Deux dernières questions. C'est quoi pour toi le problème, le plus important problème à résoudre dans le monde pour toi? Ah oui, là, c'est une question. Je suis pas sûr. Enfin, il y a le, je pense que je peux parler que de mon domaine. Mhm, Euh, avec les difficultés, les problèmes, il y en a tellement. Mais dans mon domaine, dans le commerce international, euh, gros problème qu'on a, c'est que on a des pays à très bas coût où les gens sont payés vraiment peanuts et qui sont vendus parfois 50, 60 fois plus mhm, cher. mhm, mhm, Ils fabriquent souvent des produits qu'ils ne sont même pas capables d'acheter eux-mêmes. Là, je parle pas de la Chine, hein, je parle d'Éthiopie, je parle là où le manufacturing, le sourcing est en train de shifter, ouais, c'est-à-dire l'Éthiopie, etc. ouais, Et je trouve ça injuste. Donc ça, je trouve qu'il y a un gros problème. mhm, Parce que tant que si on fabrique un produit qu'on peut penser utiliser un jour nous-mêmes, je pense qu'on est impliqué plus euh, d'une meilleure qualité. Parce que si c'est un produit qu'on n'est jamais capable d'acheter nous-mêmes dans notre vie, mhm, et, on suit le checklist et puis bon, c'est bien, c'est pas bien, allez, on fait passer le produit dans la chaîne de production. Gros problème. Et ce problème vient du fait qu'il y a beaucoup d'intermédiaires mhm, entre mhm, les usines. Parce que tu imagines dans une usine où les gens sont payés 40, 50 dollars par mois. Alors que ces mêmes ouvriers qui font la même chose en Chine, 100 dollars par mois, minimum. mhm. Il y a une grosse différence, on Ouais, est bien ouais, d'accord. ouais, ouais, Mais les produits à le consommateur, pour les consommateurs, sont à peu près au même prix. Donc tu vois, il y a un gros problème. ouais, Parce que il y a des super malins. Alors c'est leur business, hein, c'est le commerce international. ouais, Et ouais, mon autre société fait ça. En fait, ma société YouSourcing, j'ai créé ma société pour en fait tuer mon autre business qui ouais, était un business d'intermédiaire. ouais, Parce que c'est pas un business durable d'être intermédiaire et de toujours trouver des endroits où on fabrique moins cher mhm, mhm, pour toujours prendre plus de marge. ouais, D'accord. Donc, c'est bon. Parfois, ils sont utiles parce que ils deviennent en fait des sociétés de services où ils font le design, etc. Mais la plupart d'entre eux, ils font juste des transactions. Ils mhm, achètent, ils revendent, ils achètent, ils revendent. Ils achètent aux endroits où on fabrique le moins cher, ils mhm, revendent dans les pays développés à des prix super élevés avec des marges de 100, 200, 300%. mhm, mhm. Et donc, voilà, pour moi, dans mon domaine, le plus gros problème. Et sachant donc que tu parles de ton domaine et de YouSourcing, ben, la technologie blockchain, évidemment, vient aider à régler finalement cette injustice-là. Bien sûr. Et je ne sais pas si tu as écouté Charles Hoskinson parler de leur projet avec les producteurs Oui, bien de sûr. café. Oui, 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 oui. Voilà. C'est exactement ce dont je parle. Mhm, mhm, Donner accès directement à ces fournisseurs-là qui sont de l'autre côté du monde parce qu'ils n'ont pas accès à un système bancaire, à du commerce, au commerce international, ils n'ont pas accès. Bah, aujourd'hui, ils sont obligés de passer par des intermédiaires.
Et là, ce que Charles est en train de mettre en place, c'est vraiment ce dont je parle, c'est de vraiment enlever ce problème d'injustice qu'il y a, Mhm, de mhm. manière là, quoi. Wow. Merci énormément pour ta disponibilité, pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Euh, Aucun problème, avec plaisir. Écoute, c'était un plaisir et j'espère te revoir finalement. J'espère te revoir à une certaine fréquence pour que tu nous gardes informés du développement de YouSourcing. J'ai vu le roadmap sur votre site, donc ce serait bon de refaire ça à l'occasion. Bien sûr, avec plaisir. Je vous dis tous les 2, 3 mois. Alors, ce qui est bon à savoir, c'est que Milad s'en va rencontrer Charles pour justement un meet-up. On va avoir une discussion justement sur l'utilité de la blockchain, sur l'importance et les avantages de la blockchain Cardano. Mhm. Et ensuite, Charles, il va nous expliquer un petit peu les nouveaux roadmaps à propos du nouveau roadmap Oui, de oui, Cardano. oui. Et on va avoir une table ronde plus générale, une discussion blockchain et l'utilisation sur vraiment la partie utilisation de la blockchain. Ben, parfait. Ben, merci encore pour toute l'information. C'était Milad, Merci à toi. CEO de YouSourcing. Ben, je te souhaite une bonne journée, puis à très bientôt. Merci à toi. Salut. Je suis de retour et vous avez bien entendu, YouSourcing organise un airdrop pour tous les investisseurs EDA. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un airdrop, c'est tout simplement lorsque la compagnie distribue gratuitement un certain nombre de cryptos. Pour plus d'informations, ne tardez pas à joindre le groupe Telegram de YouSourcing et suivez-les sur Twitter. Les liens seront dans la description. Alors, sans plus tarder, les gagnants du concours sont Ken Bird, Jean Fossé, Johan, Monsieur Rookie, Dia Essouaï, Braxton Rena et Brian Morton. Alors, félicitations à tout le monde. Je vous contacte pour vous envoyer la carte Tengem et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. À plus, peace.